Ces derniers temps, j'ai lu pas mal de livres de non-fiction sur des sujets qui me taraudaient. Ces sujets concernent la crise de l'identité, la place de l'individu dans la société et aussi la question de la norme et de la déviance dans une société donnée. Il faut savoir que je suis dans une période de ma vie qui est assez propice à ce genre de questionnement. J'ai le temps pour me poser des questions un peu hors sol. Mais tout d'abord, ça a commencé, je pense, par un questionnement sur la crise existentielle, sur pourquoi on existe, pourquoi on est là. Mais j'ai très vite recentré ma question parce que je me suis dit que j'allais partir dans un délire un peu philosophique, à lire des auteurs un peu austères et arides. Mais voilà, du coup, je me suis recentrée sur la question de la crise de l'identité, ce qui fait l'identité chez une personne, comment est-ce qu'on peut la définir, comment est-ce qu'elle évolue dans le temps, mais aussi comment elle est fondamentale dans une société, puisque l'identité, c'est ce qu'on présente à l'autre. Ainsi, j'ai lu des livres qui allaient dans ce sens et qui, je pense, ont permis de répondre à certaines de mes questions. Et donc, je vais vous les présenter. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre de Jean-Claude Kaufmann, c'est un sociologue français, qui a publié en 2004 un livre sur l'invention de soi, une théorie de l'identité. C'est vraiment un livre qui se concentre sur la notion d'identité. Il va notamment citer Claude Lévi-Strauss en disant que lorsqu'on va aborder la notion d'identité, la première chose à faire, c'est de critiquer cette notion et de la remettre en place dans son contexte. Jean-Claude Kaufmann va du coup mettre la notion d'identité dans son contexte historique. Il va parler de la carte d'identité apparue dans les années 1940 en France. Et il va notamment dire qu'il est assez faux de parler de carte d'identité. On devrait plutôt parler de carte d'identification, dans le sens où c'est un document qui permet d'identifier des gens, et non pas de réunir sur un simple bout de papier tous les attributs d'une personne. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Claude Kaufmann montre que cette supposée crise de l'identité, elle n'apparaît que parce que justement les gens doivent se définir eux-mêmes en dehors d'une communauté, en dehors d'un groupe social donné. Il va faire le parallèle avec des groupes de population assez primitives. Nous sommes donc passés d'une société primitive avec une identité collective à une société individualiste où chaque personne doit trouver son identité, donc doit composer avec des éléments préexistants pour pouvoir se forger son identité. Et ce qui est intéressant dans ce basculement, c'est la notion d'autonomie, c'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui doit faire ses propres choix, doit se forger son identité. Tout le monde n'est pas enclin à ouvrir les bras à cette liberté en ce qui concerne l'identité. C'est-à-dire que certaines personnes vont plutôt se calquer sur des identités préexistantes. L'individu n'a pas à vivre entre guillemets cette crise de l'identité puisque il va du coup accepter pleinement une identité qui existe déjà. On peut penser notamment aux partis politiques. Chaque camp a une identité propre, que ce soit à gauche ou à droite, et on peut du coup pleinement accepter une de ces identités. Donc pour Jean-Claude Kaufmann, l'identité c'est quelque chose de subjectif et qui va évoluer dans le temps, mais c'est aussi quelque chose d'ancré socialement. C'est-à-dire que notre identité, elle va aussi dépendre de la façon dont on va interagir avec les autres et la façon dont on va intégrer des éléments, des faits sociaux dans notre identité. Ainsi, la notion de l'identité est liée à la notion d'appartenance. Et la notion d'appartenance est assez large. Elle va inclure non seulement la famille, mais aussi les amis, les cercles proches au travail, les cercles dans le monde associatif. Et son livre est vraiment très facile à lire dans le sens où c'est ponctué d'exemples. Il va par exemple parler de l'identité bretonne, de la question du port du voile, et il va montrer comment ces phénomènes s'articulent entre affirmation de soi mais aussi conformisme collectif. Et l'auteur fait aussi cette différence entre l'identité biographique où le fait d'écrire sa biographie c'est une forme d'expression de son identité même si elle ne peut pas résumer toute l'identité de la personne. Et donc cette identité biographique, donc sur le long terme, est à mettre en parallèle avec ce qu'il appelle des identités immédiates. Jean-Claude Kaufmann va parler d'identité ICO, immédiate, contextualisée et opératoire. Ce sont des sortes de schémas mentaux de soi possibles à travers une action donnée.
Il va donner, je crois, l'exemple d'une personne qui va traverser la route lorsqu'il y a un feu rouge. Et donc là, vont être mobilisés des schémas de soi possibles. Soit on reste et on ne traverse pas la route, soit on traverse la route en regardant à droite et à gauche, soit on traverse sans regarder sur le côté. On va du coup confronter ces images de soi possibles. Et ensuite, selon bien sûr notre passé, notre histoire, selon le contexte environnemental, mais aussi selon l'affect et l'émotion qu'on porte à ces différentes images de soi, on va du coup se choisir une image de soi qui va être conforme à notre identité sur le moment donné, dans un contexte donné. Et je trouve ça intéressant de voir que l'identité se forge à travers les actions qu'on va faire au quotidien et que ça va être l'accumulation de ces actions qui vont influencer ce qu'on est. Dans la dernière partie de son livre, Jean-Claude Kaufmann va mettre le doigt sur quelque chose d'assez fondamental, c'est que le fait de pouvoir définir son identité, c'est un espace de liberté qui est assez énorme. Cependant, c'est pas un espace qui va confronter les individus de la même manière, puisque le fait que l'on puisse se définir soi-même va dépendre de notre environnement, de notre classe sociale. Ça va renforcer d'une certaine manière aussi les inégalités. On ne va pas se définir de la même façon lorsqu'on est un SDF ou lorsque l'on est un PDG d'une grande entreprise. Ce qui va montrer aussi, c'est que la crise de l'identité ne va pas être appréhendée de la même manière par les gens. Il peut y avoir une explosion identitaire avec un pluralisme de l'identité, comme il peut y avoir aussi un repli identitaire face à cette peur de se renouveler dans son identité. On pense notamment à des personnes qui vont être assez conformes à certains stéréotypes d'identité et qui vont privilégier le repli sur soi, la sécurité en quelque sorte. Jean-Claude Kaufmann évoque aussi un risque de mal-être face à cette crise de l'identité. Et une des solutions et une des réponses possibles à ce mal-être, ça va être la consommation. Les personnes vont consommer des biens en pensant que cela va du coup constituer leur identité alors que ce n'est juste qu'un échappatoire. En somme, je trouve que c'est un super livre sur l'identité. Ça montre cette tension entre la liberté de se façonner et les contraintes sociales qui existent. On doit en quelque sorte composer avec ce qui existe déjà. Je trouve que c'est un livre qui est assez facile d'accès, alors pas court, il faut prendre son temps pour le lire, il faut se poser. Mais si vous voulez en apprendre plus sur l'identité, allez-y, foncez. Ensuite, le deuxième livre que je voudrais vous présenter, c'est un livre d'une philosophe, Fabienne Brugère, qui se nomme La politique de l'individu. Dans ce livre, on va pas se concentrer sur la notion de l'identité, mais plutôt de l'individu dans la société. Elle, ce qu'elle va montrer, c'est que l'individu est au centre d'une ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, on va penser l'individu comme une personne autonome, libre de ce qu'elle fait, et donc dans un sens plutôt positif du terme, tout comme l'individu, on peut le voir comme l'individu égoïste qui va ne penser qu'à ses propres intérêts. Et cette ambivalence, elle va surgir notamment à la fin du XXe siècle, lorsque l'espérance en une société collective qui se base sur des droits fondamentaux pour toutes et pour tous se détériore pour laisser place du coup à une société de l'individu. L'État social doit avoir un rôle dans l'affirmation des individus dans leur singularité. L'État social doit non seulement protéger les individus, notamment les plus vulnérables, mais aussi permettre l'expression de leur individualité, et ce, peu importe le contexte social qui existe. Dans ce livre, ce qui est important à faire, c'est la différence entre l'individualisme et l'individualisation. L'individualisation, c'est un processus par lequel l'individu va s'émanciper. Donc c'est plutôt positif. Tandis que l'individualisme, c'est un terme qui est assez connoté d'une façon péjorative. L'individualisation a pu apporter énormément de choses, et notamment en ce qui concerne des femmes, des droits fondamentaux. On pense notamment au slogan « Mon corps, mon choix ». Mais il faut savoir aussi que cette injonction à se réaliser soi-même, ça peut être aussi un facteur de mal-être. L'autrice va citer un auteur qui parle notamment de fatigue d'être soi. Et au-delà de la crise de l'individualisation, il y a aussi une crise des liens sociaux. Elle va notamment montrer qu'avec la canicule de 2003-2004, il y a eu énormément de morts, et parce qu'il y a aussi eu une rupture de liens intergénérationnels. On n'a pas pu sauver des personnes qui auraient pu être sauvées de cette canicule, notamment les personnes âgées, parce que les liens sociaux se sont effrités au fil du temps entre les générations.
Ainsi, Fabienne Brugère va nous dire que les individus sont interdépendants entre eux et qu'il faut penser une politique de l'interdépendance, une sorte de politique du care où non seulement on va soutenir, prendre soin des personnes, mais aussi leur permettre d'affirmer leur identité. C'est pas une politique de l'assister comme on pourrait le penser, c'est vraiment donner toutes les ressources, toutes les clés aux individus pour qu'ils puissent non seulement s'affirmer eux-mêmes, mais aussi pouvoir gagner en termes de reconnaissance, en termes aussi de confiance en soi. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle nous dit qu'il n'y a pas de crise de l'individu. On revient vraiment à cette notion de crise qui m'intéresse, avec la crise de l'identité, la crise de l'individu, etc. Parenthèse fermée. Donc pas de crise de l'individu, mais il y a plutôt une crise dans nos institutions politiques, puisque nos institutions ne permettent pas une autonomisation des individus qui soit pleinement efficace, puisqu'il faudrait pour ça prendre en compte la vulnérabilité des personnes pour qu'ils puissent gagner en autonomie, mais aussi en reconnaissance. Et je pense que ce processus est intimement lié à la question de l'identité, puisque la façon dont l'individu a un rôle dans la société a forcément un lien avec l'identité de cette personne. Norbert Elias, qui est un sociologue dont je vais vous parler après, dit notamment que l'individu est à la société ce que l'enfant est aux adultes, c'est-à-dire qu'un individu ne peut pas survivre sans une société, tout comme un enfant ne peut pas survivre sans adulte. Norbert Elias, c'est un philosophe de formation qui s'est tourné vers la sociologie. C'est un sociologue du XXe siècle qui s'est intéressé aux individus et à la société. Dans son livre « La société des individus », il va montrer que la société et l'individu ne peuvent pas être différenciés, dans le sens où la société n'est pas l'addition d'individus, c'est aussi tous les liens que forment les individus entre eux, leur interdépendance. Il va montrer que parler de société et d'individus, c'est pas comparable au fait de parler de sel et de poivre. Il va montrer que la notion de société, ça permet juste une autre échelle d'observation de l'individu, mais que parler de société sans l'individu et de parler d'individu sans la société, c'est un non-sens complet. Ce qui est intéressant, c'est que pour Elias, la conscience de soi, le moi, ce ne sont pas des choses qui se trouvent à l'intérieur de l'individu, ce sont toujours des notions qui vont être tournées vers les autres. Et le processus de l'individualisation, donc la capacité à se forger l'identité, c'est vraiment quelque chose qui résulte du modelage social et non pas quelque chose qui va être totalement libre. Et là où Norbert Elias va influencer Kaufmann, c'est dans le fait que pour Elias, il y a vraiment des inégalités sociales qui ne permettent pas aux individus de pouvoir déployer tout leur talent comme ils pourraient l'être dans une société égalitaire et méritocratique. En fait, pour lui, l'individu, il a besoin d'une chose qui est essentielle, c'est de l'estime de soi. Et cette estime de soi ne se gagne pas face à face devant un miroir, ça se gagne à travers le regard des autres. Cette estime de soi se joue à travers les relations qu'on a avec les autres. Et ce processus, du coup, d'individualisation de la personne s'accompagne aussi d'un processus de civilisation. C'est-à-dire que plus un individu va avoir un contrôle sur la nature, sur les personnes, sur des choses qui lui sont extérieures, plus l'individu va pouvoir s'affirmer, se forger son identité. Et donc la société et l'individu ne peuvent pas être séparés. Donc pour Elias, qui dit contrôle social accru sur l'individu, il dit aussi contrôle sur soi de plus en plus poussé. Dans la dernière partie de son livre, Elias va mettre en avant la notion du nous-je. Il va montrer qu'il y a une tension entre le je personnel et le nous collectif. Et dans son livre, Elias va introduire la notion de coup d'habitus social, habitus qui est aussi repris par Bourdieu. C'est une notion qui va être d'ailleurs reprise par différents sociologues. Mais pour Elias, l'habitus, c'est vraiment cette terre nourricière qui permet du coup aux individus de s'affirmer à travers leurs identités. Et cette tension entre l'individu et la société va évoluer à travers le temps. C'est-à-dire que pour Elias, l'individu va, par exemple, pouvoir
être inclus dans un groupe comme la famille, comme un clan, comme l'État, mais la notion d'individu inclus dans l'humanité en tant que telle, elle est moins présente, en tout cas pour Elias. Là où je rejoins particulièrement Elias, c'est sur un constat, c'est sur le fait que l'individu ne se sent pas appartenir à l'humanité. Elias va être confronté à des événements assez tragiques, et notamment à la menace nucléaire. Et il va dire que il va regretter le fait que l'individu ne se sente pas appartenir au genre humain, dans le sens où il y a des menaces extérieures qui peuvent menacer l'humanité entière, et pourtant l'individu va plutôt se sentir appartenir à un clan assez réduit, comme l'État, comme la famille. Et je pense que ce constat, il est d'autant plus actuel que de nos jours, il y a la menace du changement climatique, la dégradation de la biodiversité, qui fait que ce sont des menaces communes qui devraient pousser les gens à se sentir appartenir à un clan, à un groupe un peu plus large que seulement l'État ou la famille. Et pourtant, on voit que le changement climatique, les menaces écologiques ne poussent pas les individus à se regrouper et à se sentir appartenir au genre humain. On est vraiment face à une société, je pense, encore divisée. La société des individus, c'est pas un livre facile d'accès, je dirais. Par contre, si vous êtes un peu familier des ouvrages sociologiques, je peux vous le conseiller, surtout si la question de la société des individus vous intéresse. Cette fois, je vais vous parler d'un ouvrage extrêmement accessible que je pense tout le monde devrait lire. C'est Le lien social de Serge Pogam. Serge Pogam, c'est un sociologue français qui s'est intéressé à la pauvreté, mais aussi à la question du lien social. Dans ce Que sais-je du lien social, il va montrer l'importance fondamentale de penser non pas à la crise de l'identité, mais vraiment la crise du lien social dans nos sociétés. Pour lui, ce qui va former l'identité d'un individu, ça va non pas être comment il va se placer au sein de la société, mais comment est-ce qu'il va interagir avec les autres individus dans la société. Ainsi, pour Pogam, l'individu, c'est le résultat de son appartenance multiple à travers différents groupes. L'individu va interagir du coup avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail. Et la somme de ces interactions vont créer l'individu au sein de la société. Serge Pogam va dans son livre dire que l'individu n'appartient pas seulement à un seul groupe, mais il appartient à différents groupes. On pense notamment à la famille, à son groupe d'amis, à son groupe de travail, avec ses collègues de travail. L'individu est donc le résultat de ces liens qui va être créé dans différents cercles donnés. Et la façon dont les individus vont se socialiser entre eux vont aussi dépendre des institutions. Ces institutions vont se charger, par exemple, du travail, de l'école et d'autres types de structures qui vont permettre de socialiser les individus entre eux. Sauf que pour Pogam, ces institutions sont en crise. Il va notamment montrer que le taux de chômage grandissant chez les jeunes adultes, la précarisation des emplois, aussi la montée des inégalités vont faire que ces liens sociaux entre individus vont être fragilisés. Donc pour Pogam, la notion de solidarité est fondamentale lorsqu'on veut parler de lien social entre individus. Pogam va se baser sur un ouvrage d'Emile Durkheim, un autre sociologue, où il va parler de solidarité organique et de solidarité mécanique. On serait passé d'une solidarité mécanique où en gros les individus sont au sein d'une société qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent du coup les mêmes rôles entre eux, à une société où chaque individu serait un peu comme les organes dans un corps humain, c'est-à-dire que chaque individu va être différencié, mais cette différence entre individus va aussi permettre leur interdépendance, c'est-à-dire qu'un individu va dépendre d'un autre individu, et ce même s'ils n'ont pas le même rôle au sein de la société. Et cette différence entre les rôles que jouent les personnes au sein d'une société vont aussi mettre en avant des inégalités entre les personnes. Certaines personnes vont avoir une ascendance sociale extrêmement grande et donc vont élargir leur cercle de relations et leurs liens sociaux, tandis que d'autres vont, par leur état précaire, leur vulnérabilité, vont voir leur lien social s'éroder au fil du temps. Et donc, face à cette crise du lien social, certaines personnes vont peut-être chercher à se protéger, à avoir une certaine forme de sécurité. On pense notamment aux plus riches qui vont être dans un entre-soi, vont vivre
dans le même quartier vont partager du coup les mêmes habitudes de vie au sein d'un territoire géographique donné. Il faut vraiment penser le lien social non pas comme seulement une protection où on pourrait du coup se baser sur un proche pour nous protéger, mais vraiment le voir aussi comme une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que l'auteur dans le livre, il va parler du terme compter sur, comme on peut compter sur un ami par exemple, mais aussi compter pour. C'est-à-dire qu'on va avoir une forme de reconnaissance qui va naître du lien social qui va se créer entre divers individus. C'est qui va aussi rejoindre la notion d'estime de soi qui est très importante pour Norbert Elias. Ensuite, pour Pogam, les individus vont créer des liens à travers différents cercles, comme je vous l'ai dit. Il y a le cercle du coup amical, le cercle familial, mais il y a aussi le cercle, on n'en parle pas assez, du cercle politique, la façon dont l'individu se dit citoyen au sein d'une société. Ce cercle va être très présent aux États-Unis par exemple, tandis qu'en France on va plus se baser sur un soutien inconditionnel aux personnes à travers des aides collectives. Ainsi, pour Pogam, la crise du lien social va vraiment dépendre de la société, du pays dans lequel on vit. On n'a pas le même type de crise du lien social en France comme on pourrait l'avoir aux États-Unis ou en Norvège. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que le lien social est amené à évoluer au fil du temps. La rupture de lien n'est pas forcément négative. Pogam va donner l'exemple d'un enfant qui, une fois adulte, va s'émanciper et vivre seul, parfois partir du foyer familial. C'est une rupture de lien qui est possible, mais c'est pas forcément négatif. Au contraire, ça peut être aussi une source d'émancipation. En somme, ce livre de Serge Pogam rejoint un peu le discours que tenait Fabienne Brugère, notamment avec la question de la solidarité, qui est fondamentale lorsqu'on veut permettre aux individus de se forger leur propre identité. C'est un ouvrage qui est assez petit à lire et que vraiment je conseille à tout le monde. Vraiment, la question du lien social, c'est quelque chose qui est pour moi beaucoup trop sous-coté. On parle beaucoup de crise existentielle, crise d'identité, mais je pense que derrière tout ça se cache en fait une crise des liens sociaux entre individus. Et il faudrait vraiment que tout le monde puisse s'intéresser à cela parce que je trouve que c'est un sujet qui est d'actualité. J'ai un dernier ouvrage de sociologie à vous présenter. Les deux autres livres, ce sont des livres de philo. Ce dernier ouvrage, alors pourquoi je vous le présente ? Je pense, à mon avis personnel, que la notion de l'identité, à laquelle je me suis intéressée, s'imbrique avec la question de la norme sociale. Je pense que nos identités se forgent à travers des normes, à travers soit le conformisme à des normes, ou alors la transgression à des normes. Et l'impact que cela peut avoir sur notre identité, je pense, assez palpable. Et donc je me suis intéressée à l'ouvrage d'Outsider d'Howard Baker, qui est un sociologue qui s'est intéressé du coup à la sociologie de la déviance. Howard Baker va s'intéresser à ce qu'est la déviance. Il va donner tout plein de définitions au tout début qui ne sont pas forcément exactes, et il va le dire d'ailleurs qu'il y a une limite à certaines définitions qu'on va donner au terme de déviance. Tout d'abord, il va dire qu'on pourrait penser que la déviance, c'est ce qui s'écarte de la moyenne. Pourtant, on ne peut pas le résumer à un simple résultat statistique. Tout comme la déviance, ce n'est pas juste une simple pathologie, comme on pourrait le faire avec une analogie médicale. Pour lui, la déviance, c'est la transgression à une norme du coup prédéfinie par des individus. Et ce qui est complexe avec cette notion de déviance, c'est qu'on va non seulement parler de la personne qui a transgressé la norme, mais aussi de la personne qui est accusée d'avoir transgressé cette norme. Or, parfois, ces deux personnes ne se recoupent pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir transgressé une norme, mais en fait l'avoir faite de manière secrète, et donc personne ne le sait. Et on peut aussi être accusé d'avoir transgressé une norme sans l'avoir réellement faite. Donc ainsi, Howard Baker va montrer que la notion de déviance est fondamentalement liée au regard des autres, à la façon dont les autres nous perçoivent. Pour Howard Baker, en tant que sociologue, on va parler de déviance lorsqu'il y a transgression de normes par rapport au regard des autres. On peut coller l'étiquette de déviant que parce que les autres ont créé une norme, ou en tout cas ont adhéré à une norme prédéfinie. Et sans cette question de norme prédéfinie, on ne peut pas parler de déviance. Et ça, c'est vraiment très intéressant puisque, encore une fois, on voit que la façon dont on est étiqueté va dépendre du regard des autres.
l'individu en tant que tel se définit dans le regard des autres. Et donc dans son ouvrage, Howard Baker va s'intéresser à différents types de populations. Il va du coup avoir une méthode de recherche où il va s'intégrer à des groupes pour pouvoir retranscrire des entretiens. Il va s'intéresser aux consommateurs par exemple de marijuana. Et en fait, sa question de recherche, ce n'est pas comment un individu va devenir accro à la marijuana, c'est vraiment comment un individu va apprendre à prendre du plaisir en fumant et va apprendre à apprécier les effets de la marijuana. Et donc, pour Howard Baker, le consommateur va suivre une sorte de carrière au sens où il y a différentes étapes qui vont faire que ce consommateur qui pouvait être un consommateur, on va dire, occasionnel, va devenir un consommateur régulier. Il va notamment dire qu'il y a une séquence qui va être suivie par les consommateurs. Par exemple, pour les consommateurs de marijuana, la séquence, ça va être on apprend la technique, c'est-à-dire on apprend comment on fume. Ensuite, on apprend à percevoir les effets. Lui, Howard Baker, ce qu'il va dire, c'est que la première fois que les personnes vont fumer, ils vont pas forcément avoir cette sensation de planer en fumant. Donc il faut apprendre à percevoir ces effets. Et ensuite, lorsqu'on a perçu cela, on peut apprendre à apprécier les effets que procure le fait de fumer. Et c'est donc cette étape séquentielle qui va faire qu'un consommateur va fumer de manière un peu plus régulière. Et une théorie pour laquelle Baker est connu, c'est la théorie de l'étiquetage. C'est cette théorie qui dit que lorsqu'on va apposer une étiquette à un individu, on va prendre l'exemple d'une personne homosexuelle pour qui on va assigner le terme homosexuel. Cette assignation, donc ce processus d'étiquetage, va influencer la façon dont il va être perçu par les autres, mais aussi son identité propre. Cette personne qui va être assignée avec une étiquette va peut-être avoir un peu plus de difficulté à vivre sa vie, à conserver son emploi. Donc pour Howard Baker, c'est vraiment essentiel de faire cette distinction entre l'action considérée comme déviante et la réaction d'autrui à travers cette action. Et c'est aussi un travail que doit faire le sociologue, c'est-à-dire que le sociologue, pour Baker, ne doit pas porter de jugement sur des actions, notamment lorsqu'il fait des entretiens. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille puisque c'est un livre qui montre comment la notion de déviance est le résultat d'un processus social et du regard des autres. Ce n'est pas une tare innée. Et je trouvais que c'était très intéressant du coup de confronter ce regard de Baker avec la notion de l'identité qui forge tout individu dans une société. Vous voyez, il est pas très long, il est facile d'accès. Howard Baker a vraiment eu à cœur d'écrire un ouvrage accessible au plus grand nombre, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai 2 autres livres à vous présenter. Ce n'est plus de la sociologie cette fois, c'est de la philosophie. La question de l'identité a aussi été discutée en philo. Après, je trouve que c'est, voilà, scientifiquement, c'est peut-être moins pertinent. Mais juste pour la culture, je trouvais que c'était intéressant de parler de philosophie. Et donc, j'ai lu un ouvrage de John Locke, qui est un philosophe anglais du XVIIe siècle, il me semble, et qui a écrit Identité et différence. Pour John Locke, il y a 3 types de substances dans le monde. Il y a Dieu. Il y a les identités finies qui comprend du coup les êtres humains et il y a les corps matériels. Et donc pour lui, chaque substance a une identité propre et donc chaque humain a une identité. Par contre, ce qui fait son identité, c'est pas la substance, c'est ce qu'il appelle la conscience. Pour lui, la façon dont on perçoit le monde, la façon dont on pense, la façon dont on pense penser, donc la métacognition, c'est ce qu'il appelle la conscience. Et cette conscience est essentielle pour John Locke pour l'identité. Mais cette conscience, elle est aussi faillible. C'est-à-dire que pour John Locke, il est impossible qu'un être humain puisse se souvenir de tous les faits, de tout son passé. Et ça, c'est vrai, hein, notre mémoire est faillible. Mais par contre, malgré du coup cette mémoire faillible, la conscience reste ce qui fait l'identité pour John Locke. Cette façon de penser va aussi poser problème, je pense, enfin en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'une personne qui par exemple va acquérir la maladie d'Alzheimer au cours de sa vie et donc va perdre la mémoire sur certains faits passés,
ne va pour John Locke du coup ne pas avoir la même identité que lorsqu'elle était du coup non atteinte par cette maladie. Par contre, là où je suis d'accord avec John Locke, c'est que l'identité, ce n'est pas quelque chose d'inné, issu comme ça d'une lumière divine, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps qui se construit en fait à travers l'individu, à travers ses interactions et ses actions. Mais voilà, pour John Locke, le rôle de la mémoire est essentiel pour l'identité. Ce n'est pas forcément ce que je pense, mais en tout cas c'est très intéressant d'avoir lu cet ouvrage. Même si je ne vous le conseille pas forcément, les passages qui m'ont intéressé n'ont été que bien maigres par rapport à l'ensemble de l'ouvrage. Donc voilà, John Locke, un penseur anglais assez intéressant, mais sans plus. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre d'un auteur assez provocateur et aussi assez problématique. C'est l'écrivain et philosophe Suran. Suran, du coup, c'est un auteur du XXe siècle, d'origine roumaine, qui a écrit pas mal d'ouvrages, notamment L'inconvénient d'être né, qui est un ouvrage fait d'aphorismes sur pourquoi il vaut mieux ne pas être mis au monde. Donc voilà. C'est un ton assez provocateur, hein, il faut le dire d'emblée. Il est aussi très cynique sur l'identité et sur ce qui fait le moi. Pour lui, le processus d'individualisation de l'individu, donc le fait d'affirmer son moi, c'est une sorte de péché. Pour lui, il ne faudrait pas rompre l'unité originelle. Je vous le dis direct, hein, c'est un ton lugubre, très cynique. Pour lui, il est vain de se chercher à s'individualiser, comme il serait vain de chercher une solution aux problèmes de ce monde. Il va notamment dire, et ça c'est très ironique, que le fait d'écrire, c'est une sorte d'échappatoire à la mort, et que pour lui, le fait d'écrire, c'est aussi un péché originel, puisque en écrivant, on chercherait juste à se voiler la face. En gros, pour lui, la peur de la mort nous éloigne de notre véritable identité. Pour lui, il n'y a qu'une modalité d'existence, c'est le fait de souffrir. Et chercher à oublier la mort, à oublier ce qui nous attend, c'est un peu s'oublier soi-même. Et Suran, on va avoir une vision assez radicale concernant les liens sociaux. Pour lui, vivre et être libre, c'est ne plus avoir aucun lien avec personne. C'est donc en fait un état de mort social complet qui rejoint du coup cet état de mort organique qui va prôner lorsqu'il va parler du coup d'identité et de conscience de soi. Donc voilà, une philosophie très radicale pour laquelle je ne suis absolument pas d'accord bien sûr, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de me confronter à d'autres visions, même si c'est une vision très pessimiste du monde et de l'identité. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est un auteur, comme je dis, qui est très problématique, qui a eu une congruence avec du coup le régime fasciste en Roumanie, qui a aussi affiché un mépris complet envers ses étudiants lorsqu'il était professeur de philo. Il s'est targué d'avoir fait échouer du coup ses étudiants au bac de philo. Voilà, pour vous dire à quel point c'est un personnage extrêmement appréciable. Donc voilà, en somme, si pour vous l'individualité, l'identité c'est une illusion et que l'identité de l'individu ne se cherche que dans sa mort, eh bien écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi c'est vraiment un ouvrage que j'ai lu vraiment pour le côté absurde et le côté cynique. Voilà, j'aime bien ce côté-là, mais sans plus. C'est vrai que ça change des ouvrages de sociaux que j'ai pu lire. Suran, ça reste un auteur du même à lire. J'aime être dérangée dans mes pensées, j'aime être perturbée. Et pour le coup, je pense que c'est assez réussi lorsqu'on lit Suran. Voilà, j'ai terminé de vous présenter les 7 livres de non-fiction que je voulais vous présenter. C'est vraiment une vidéo qui m'a pris du temps parce que c'était des ouvrages qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont aussi pas mal posé d'embûches. Franchement, il y avait des livres où je me disais mais comment je vais les présenter, c'est tellement dur mais aussi tellement complexe et vraiment, franchement pour certains livres il faut vraiment les lire pour bien les comprendre. Je pense pas avoir tout dit et vraiment j'espère avoir dit en tout cas l'essentiel pour vous pousser à lire les ouvrages qui me tenaient à cœur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la question de la crise de l'identité, de la crise de l'individu, du lien social, mais aussi de la notion de déviance. Si vous avez d'autres références à me donner, je suis preneuse.
En tout cas, j'espère que ça a pu être intéressant et que c'était pas trop barbant. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.